Merci, Azul. Bonsoir. Et tout d'abord, je voudrais m'excuser du retard. C'est 4 heures de retard, je crois, de l'heure prévue. Je n'ai pas l'habitude, il faut que vous sachiez que je n'ai pas l'habitude de faire du retard. Mais là, je subis un cas de force majeure. Il faut que vous sachiez que je suis soumis à un contrôle judiciaire 3 fois par semaine à 600 km de chez moi. Et c'est une mesure qui n'a jamais été prise en Algérie. Soumettre quelqu'un à un contrôle judiciaire déjà 3 fois par semaine, c'est vraiment exceptionnel. Et à 600 km de chez lui, c'est de la folie. Et pour ça, je dois signer tous les dimanches, mercredis et jeudi au tribunal de Harder. Au début, c'était 2 fois par semaine et au cours de cette semaine, ils ont ajouté le jeudi. C'est la raison pour laquelle les bâtonniers se sont réunis aujourd'hui à Alger et m'ont appelé hier soir. Ils m'ont dit il faut que tu sois présent à 10h, donc l'heure de mon départ pour venir à Oukas. Et je ne pouvais pas ne pas être présent. Et en même temps, je ne pouvais pas ne pas venir ici, parce que pour moi, c'est un défi. J'ai très bien compris le message des gens qui m'ont soumis à ce rythme infernal. C'est 2 choses très importantes. La première chose, c'est de me fixer à Bardaya. Ils ne veulent plus me voir rôder à travers les différents pays, différentes villes de l'Algérie, sachant que moi j'habite à Alger et j'ai mon cabinet à Boumerdes. Le deuxième objectif de ce contrôle judiciaire, c'est que je ferme un peu ma gueule, que j'ai l'habitude d'ouvrir beaucoup, peut-être, et de dénoncer beaucoup de choses. Alors pour moi, le défi, c'est quoi? C'est de respecter les décisions de justice que je trouve injustes et de continuer à vivre le plus normalement possible, comme je le peux. Et donc, pour moi, c'était primordial de venir à Oukas, même si je devais arriver à minuit. Il fallait que je vienne, il fallait que je vive normalement. Et je pense avoir les ressources mentales surtout et physiques pour organiser toute cette situation qui devient de la résistance. Ça, c'est juste pour vous dire que je m'excuse énormément pour les 4 heures de retard que j'ai fait et je suis très honoré d'être parmi vous et je vais essayer d'échanger un peu. C'est un honneur pour moi de venir à Oukas. J'ai toujours entendu parler du café littéraire de Oukas et donc c'est immense. C'est un espace de liberté d'expression, c'est un espace d'échange intellectuel, plein de noms de grandes valeurs sont passés par Oukas. J'ai lu beaucoup de commentaires, et donc c'est un honneur pour moi. J'ai choisi le thème de la situation politique du pays et la place de la justice. Je n'ai pas voulu dire le rôle, mais la place de la justice. Pourquoi? Parce que, justement, je suis à l'intersection des deux. Ce qui se passe au sein de l'institution judiciaire, étant donné que je suis un avocat et je ne sais pas si je vais dire j'ai la chance ou j'ai le malheur peut-être, d'être témoin de tous les dépassements qui se font au nom de la loi. Et en même temps, j'ai aussi la chance d'être
un témoin de cette dynamique qui est en train de se mettre en place. Je vais essayer d'être très direct et de dire ce que je pense réellement de tout ce qui se passe. Je vais faire une petite introduction et après, je préfère qu'il y ait un échange. Donc, qu'est-ce qui se passe en Algérie aujourd'hui? Selon ma propre petite analyse, il se passe que, au sein du pouvoir, il y a des gens qui ne méritent pas les places qu'ils occupent. Il y a, jusqu'avant le 22 février, une société qui était démissionnaire. Je pense sincèrement que la société était démissionnaire. Il y avait des initiatives, des uns et des autres, quelques groupes, des gens qui y croient encore, mais grosso modo, la société, elle était démissionnaire. Mais une chose que peut-être on n'a pas vu venir, c'est que au sein aussi du pouvoir, il se pourrait qu'il y ait un noyau résistant qui résiste au pouvoir mafieux, si vous voulez. Il se pourrait, pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'a pas l'habitude que les Algériens sortent contester et que les services de sécurité ne les repriment pas. Ça, c'est la loi. Mais on n'a pas l'habitude que les forces de sécurité respectent la loi. C'est très bien. Ils respectent. Ils laissent les gens manifester. C'est tant mieux pour nous. Nous savons que les gens qui sortent tous les mercredis, tous les vendredis et parfois les mardis pour les étudiants, et comme ça, parfois par classe sociale ou professionnelle, comme l'ont fait les avocats et les juges, etc. On n'a pas l'habitude de voir des gens manifester et que les forces de sécurité ne répriment pas en général. Parce que parfois, il y a quand même certaines... Bon, c'est un peu comique de voir qu'un jour, on a essayé de faire quelque chose, c'était, je crois, un jeudi, et un policier est venu nous voir et nous a dit « Mais pourquoi vous vous rassemblez ici, c'est pas un vendredi ?» Donc c'est devenu comme un code, c'est-à-dire on peut manifester les vendredis, pas les autres jours de semaine. Bon, mais on prend ce qu'il y a, et puis... il y a un désaveu du système. Personnellement, moi, je ne suis pas satisfait par ça. Pourquoi? Parce que je trouve que le problème, le mal est très très profond. Pourquoi? En 1962, quand le régime colonial a cédé devant la pression de la guerre de libération, de la révolution, l'équipe qui a remplacé le régime colonial, elle a hérité du même, on va dire, même pas découpage administratif, on va dire de la même architecture d'un État jacobin et de la même du même dispositif légal, les mêmes lois. Et le pire, c'est qu'avec les mêmes pratiques, la répression comme pratique principale pour gérer la société. Et ils ont juste remplacé le modèle de société proposé par l'administration coloniale par un autre modèle créé par un groupe qui pensait que tous les Algériens devaient être exclusivement des Arabes et des musulmans malikites. Ce n'est pas des Arabes et des musulmans, c'est des Arabes et des musulmans malikites.
Et je sais de quoi je parle parce que moi-même je suis pas malikite et mes semblables à Ardaya souffrent de cette différence. C'est-à-dire si en Kabylie, les gens de la Kabylie souffrent du fait qu'ils ne soient pas arabes et qu'ils trouvent de la difficulté à défendre leur identité amazigh en Mzad, c'est doublement sanctionné parce que les Mouzabites ne sont ni arabes ni malikites. Heureusement d'ailleurs qu'ils sont musulmans pour eux, parce que s'ils n'étaient pas musulmans, ça aurait été peut-être encore pire. Donc, à partir de là, quand en 62, l'équipe qui avait pris le pouvoir par la force et qui avait fait le choix de reconduire la même architecture de l'État, le même découpage, le même raisonnement d'organisation d'un État, le même dispositif légal et les mêmes pratiques avec un modèle choisi et imposé à tous les Algériens, ça ne pouvait jamais marcher. La seule chose qui a fait durer ce régime, c'est la rente, c'est-à-dire le pétrodollar. On pompe et on vend, on ramène de l'argent, on distribue pour calmer, pour faire semblant que la chose fonctionne. Or, ça n'a jamais fonctionné correctement, sur tous les plans, économique, social, culturel, politique, tout. Une sociologue, éminente sociologue, que je respecte beaucoup, Fatma Zohra Al-Siddiq, avait dit qu'en 70, on nous avait promis un nouvel homme algérien qui va être produit par l'école algérienne. Et elle dit, on a attendu longtemps pour voir ce nouvel homme algérien qui va être le produit de l'école algérienne, et il a commencé à dominer toute la scène à partir des années 90. C'était qui, cet nouvel homme algérien? C'était le trabendiste. Bi'ou chéri, n'importe quoi. En politique, c'est le trabando. En sport, c'est le trabando. Même en religion, c'est devenu du trabando. En culture, kiff-kiff. La seule valeur est devenue la monnaie. Pour occuper quelque chose. Donc, c'est la faillite et la situation actuelle, elle est tout à fait normale. La seule chose qui m'inquiète personnellement, c'est le fait d'essayer de remplacer une équipe dont tout ce système en panne, un système qui est mort-né, ou qui est né-mort, par une autre équipe, même s'il s'agit d'hommes honnêtes. Si vous ne changez pas la machine, vous n'irez pas loin. Nous avons des problèmes de fond. Il faut les traiter correctement. C'est pour ça que je pense, pour cette dynamique qui n'est pas encore arrivée au stade de révolution. Moi, je déteste le mot Hirak. Ça n'a aucun sens. Hirak, c'est un petit mouvement. Non. Il s'agit pour moi d'une révolution qui n'a pas encore démarré. C'est des prémices d'une révolution. C'est une prise de conscience collective de la société que quelque chose ne va pas ou que rien ne va plus et qu'il faut aller en profondeur pour mettre en place un système politique qui convient à tout le monde et où tout le monde peut se retrouver et être à l'aise. Il s'agit de ça. Donc, mon souhait le plus cher, c'est de voir cette révolution
démarrer réellement. Attention, révolution ne veut pas forcément dire violence. Je souhaite vraiment qu'il n'y ait pas de violence, parce que, je ne vais pas vous mentir, avant le 22 février, moi j'étais certain, comme je le suis maintenant, que ça ne marche pas. J'ai des convictions dans ce domaine. Et je disais à mes proches que moi j'ai peur qu'il y ait un éclatement de la société, qu'on va vers une violence qui va être incontrôlable. Pourquoi? C'est très simple. Un système politique qui ne convient pas à une société, si cette société ne se met pas au travail pour le changer avec détermination, quels que soient les moyens qu'elle utilise, mais elle va au charbon et elle travaille pour changer le système politique, et avec détermination. Et je ne veux pas utiliser d'autres termes. Si ça ne se fait pas, et si ce système tombe tout seul, c'est le chaos. Il ne faut pas qu'un système politique qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus, même s'il avait fonctionné et qu'il tombe en panne, ou alors qu'il démarrait comme le système algérien, en fait, on n'a jamais atteint les objectifs de la révolution. Il ne faut pas se mentir. Les gens disent, les gens qui ont libéré le pays. Il faut bien lire la proclamation de novembre. Et il ne faut jamais faire la séparation entre les deux documents de base, novembre et la Soumane. Mais pour parler des objectifs de la révolution, ils sont bien dictés, ils sont bien énoncés dans la proclamation de novembre. Je vais le dire en arabe parce que c'est comme ça que je le maîtrise le mieux, parce que je n'ai pas encore lu la version, enfin, je n'ai pas trop travaillé sur la version française. Il était dit dans l'objectif principal, 2 points. إنشاء دولة ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة وفق المبادئ الإسلامية. مليان دوزيام بوان احترام كل الحريات الأساسية دون تفرقة عرقية ودينية. Ce deuxième point, il manque que la gomme pour l'enlever le document. On ne le prononce jamais. Le régime a carrément fait exprès, et tous les partis qui sont au pouvoir ou qui rôdent autour du pouvoir, ils le font exprès. D'ailleurs, Makri, qui est président de Hamas, a dit, il y a de ça, je crois, 2 mois, أهداف نوفمبر إنشاء دولة اجتماعية ديمقراطية ذات سيادة وفق المبادئ الإسلامية نقطة وغلق الكتاب. Non, ça n'a jamais été comme ça. Je trouve même que le deuxième point est beaucoup plus important que le premier. Et quand on voit au premier point, le mot mabadi islamien vient au dernier. Je dirais, moi, peut-être que c'est la dernière priorité, et je pense que les gens qui l'ont mis, ils l'ont mis par une pratique de diplomatie, parce qu'il y avait une culture des gens qui se réfugiaient dans la religion pour un peu les attirer ou pour les calmer ou pour les intéresser par ce projet. Je pense que ce n'était pas l'objectif principal. D'ailleurs, c'est dit selon les principes de l'islam. Et les principes de l'islam, c'est des principes universels. C'est la justice sociale, c'est l'équité, c'est tout ça. Donc, si ça est l'objectif de la révolution, en ce moment-là, le régime colonial était seulement un obstacle devant ceux qui avaient comme objectif d'installer un État moderne, on va dire. Donc, le fait de mettre dehors le régime colonial, c'était une phase, ce n'était pas l'objectif. Mais une fois le régime colonial était parti, on n'a jamais travaillé pour atteindre l'objectif. Donc tout reste à faire.
reste à faire. Maintenant, la place de la justice dans cette dynamique, je vais appeler, parce qu'on n'est pas encore, à mon sens, on n'est pas encore arrivé au stade de révolution. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui disent que il y a un groupe on m'a posé cette question à Bjer. Quelqu'un m'a dit, est-ce que vous pensez vraiment que le fait que tous les Algériens sortent et par un vendredi dire le même slogan partout à travers... vous pensez vraiment que c'est spontané? Vous ne pensez pas que ça soit un peu organisé d'une façon discrète pour... il voulait peut-être dire pour gêner un clan qui veut gêner un autre clan? Moi, je lui ai répondu, écoutez, je m'en fous que ça soit organisé ou pas. C'est une occasion à moi pour profiter, pour essayer d'apporter quelque chose et d'aller vers un changement. Et c'est vraiment ce que je pense. C'est pour ça que je dis, c'est une dynamique, mais ce n'est pas encore une révolution. Bon, c'est intéressant de voir, par exemple, hier, des gens crier « Gaïd Salah dégage ». On n'a pas peur du général qui gouverne, parce que l'Algérie a toujours été gouvernée par un militaire. Le militaire le plus puissant actuellement, même, bon, enfin, peut-être en façade, mais de toute façon, c'est le seul qui est en train de faire des discours. Il fait 3 discours, même on a l'habitude de le voir menacer ou faire rôle. Ils lui ont écrit ça, tu menaces mardi, tu jettes des fleurs mercredi, tu fermes les routes vendredi ou le jeudi. Ça devient... Bon, ça symbolise la résistance du régime face à un changement. Mais la rue, une chose est certaine, la rue a de l'influence. On n'aurait jamais vu un 5e mandat abandonné par le régime. On n'aurait jamais vu la date du 18 avril annulée, et peut-être même celle du 4 juillet, parce qu'aujourd'hui, Gaïd Salah dit qu'il faut tenir des élections le plus tôt possible, alors qu'il a une date, donc ça veut dire qu'il commence à céder sur ça. On n'aurait jamais vu ça s'il n'y avait pas la rue. Maintenant, la question, la rue, elle est manipulée, pas manipulée. Je pense que même si elle était manipulée, la rue peut maintenant se prendre en charge et imposer. Dilem avait dit pour 88, nous savions ce qu'on ne voulait pas, mais on ne savait pas ce qu'on voulait. Actuellement, je pense qu'on est dans la même situation. C'est tous les Algériens qui ne veulent pas ce régime, mais dès que vous posez un nom, vous pouvez voir tout de suite les divergences. Alors je pense qu'il faut, avant de dire qui va gouverner, il faut d'abord qu'on se mette d'accord quel type de projet de société qu'on veut. Moi j'ai proposé, maintenant c'est tout le monde qui font des propositions, moi j'ai ma proposition. Ma proposition, c'est pas de quelle est la forme d'organisation ou quel est qui va gouverner ou quelle équipe, etc. Non. Ma proposition, c'est très simple. Je pense qu'il y a eu tellement de mal dans ce pays, il y a tellement eu de crimes, on va dire depuis au moins 62, ce que le régime peut assumer. La révolution agraire, les assassinats politiques, toutes les, j'allais dire des grossièretés, toutes les mascarades qu'on a connues, on ne peut pas changer un système par un autre système si on ne se dit pas la vérité. Donc il faut, avant tout, ouvrir tous ces dossiers. Il faut une justice de transition. Et que cette justice de transition soit sérieuse. Et qu'elle ouvre absolument tous les dossiers sans exception. Qu'on sache ce qui s'est passé. Qui a fait quoi? Et pourquoi et comment? Après, ça peut prendre quelques années comme ça peut prendre quelques décennies.
Après ça, on pourrait, ou en parallèle, parce que le point cardinal de n'importe quelle organisation sociale, c'est la justice. C'est garantir aux gens que leurs droits sont protégés et que s'il y a n'importe quel problème, il y a une institution qui peut rétablir les choses comme elle peut le faire, et que cette institution, qu'elle ait la confiance de tout le monde et qu'elle apporte les garanties d'agir quel que soit l'adversaire de celui qui connaît des problèmes. Donc, si on commence par la justice de transition, pour ouvrir tous les gros dossiers, et l'ouverture de tous les espaces, laisser les gens s'exprimer librement, et débattre de toutes les idées, sans aucune exclusion, sauf l'usage et l'emploi de la violence. La seule chose à ne pas admettre, on ne peut pas dire aux gens « b'sif'alik ». Si on met tout sur une table, je suis certain qu'on trouvera la forme de l'État qui convient à tous les Algériens, qu'on puisse construire ensemble. Ça, je pense, ma façon de voir la place de la justice maintenant dans cette dynamique. Une justice qui vient sous un général. Je ne comprends pas pourquoi Gaïd Saleh dit « Moi, je garantis la justice qu'elle va faire son travail correctement. Mais s'il s'agit de toi, alors, comment on va faire ?» Si je dis que Gaïd Saleh, il faut qu'il soit poursuivi. Mais c'est lui le garant de la justice, donc c'est lui le bon Dieu maintenant. On ne peut pas agir contre eux. J'aurais aimé entendre la justice dire on garantit au peuple et à chaque personne de réagir quel que soit, c'est-à-dire quel que soit le problème, on va dire, et la personne, même s'il s'agit d'un juge. Parce que là, si on met la justice au premier niveau, les gens les plus puissants, ça va être les juges. Et là, j'aurais aimé entendre le système judiciaire, pas une personne, le système judiciaire, dire qu'on est là pour agir, même contre un juge. De toute façon, je n'ai pas entendu Gaïd Saleh dire on est là pour agir même contre un général. Il a dit on a agi contre des généraux. C'était avant que la justice ne soit indépendante, je pense. Alors donc, ce système judiciaire qui vous met en prison parce que vous avez écrit quelque chose sur Facebook. Est-ce que vous savez aujourd'hui que depuis le 22 février, aucun Algérien n'a été poursuivi pour ses écrits sur Facebook, sauf un groupe de Mouzabites. Je dis Mouzabites, pas les citoyens d'Ardaya, parce que dans Ardaya, c'est une communauté mixte, il y a des Mouzabites, il y a des non-Mouzabites. Les seuls qui ont été mis en prison, nous avons Frère Kemeldine, nous avons Haj Brahim Ouf, ils sont en prison, c'est leur 35e jour de grève de faim aujourd'hui. Et leur avocat, moi-même, j'ai failli être mis en prison si ce n'était pas la mobilisation de la corporation des avocats. Moi, j'étais arrêté à Alger, emmené à Ardaya par la police, pour être incarcéré sur ordre du procureur général de Ardaya, parce que les avocats ont menacé de faire une grève illimitée si leur confrère est mis en prison, que le ministère a agi, et je le dis, parce que des gens pensent que moi j'ai pas de tabou, j'ai dénoncé. Le procureur général de Ardaya a fait un communiqué, il a dit un fonctionnaire, un cadre du ministère a exercé des pressions sur le juge d'instruction pour libérer Maître Dabouz, il a dénoncé, et j'ai dit je confirme.
qu'il y a eu de la pression sur le juge d'instruction, parce que quand il m'auditionnait, avant de me dire quelle va être ma position, il m'a demandé de quitter la salle pour qu'il puisse réfléchir. C'est la première fois que ça m'arrive, de voir un juge d'instruction réfléchir et de demander à son client et à ses avocats de quitter la salle pour réfléchir. Ça lui a pris un quart d'heure. Mais moi, j'ai dit au procureur général, je suis d'accord avec vous qu'il y a eu une pression, mais il y a deux choses. Qui a dit que la pression c'était pour me libérer, sachant que je n'étais pas en détention? Et le procureur ne pouvait pas connaître l'intention du juge d'instruction avant de le dire. Ce qui fait que je suppose que le procureur général avait obtenu des garanties d'une façon illégale par ce juge d'instruction de me mettre en prison, et qu'effectivement il y a eu un coup de fil pour lui dire faire quoi, qu'il a agi en me mettant sous contrôle judiciaire. Mais j'ai dit en même temps, moi je dis qu'il y a eu pression pour me mettre sous contrôle judiciaire, parce que ma situation ne nécessite ni contrôle ni dépôt. La question c'est quoi maintenant? Pourquoi monsieur le procureur général, qui a vu un cadre du ministère violer la loi, n'a pas engagé une poursuite contre ce cadre? C'est ça la question que je lui ai posée. Je lui ai dit, vous devriez engager des poursuites immédiates, et si vous ne le faites pas, moi je le fais. Et effectivement, j'ai déposé une plainte contre le juge, enfin contre le procureur général, que j'ai considéré comme complice dans cette histoire, parce que dans son communiqué, il dit des pressions exercées à travers le parquet. C'est-à-dire un cadre du ministère a appelé un procureur et lui a demandé de transmettre la pression au juge. Donc le procureur devient complice. Alors moi j'ai déposé une plainte contre le procureur général de Rojdeia, et contre X, à déterminer par celui qui va instruire cette affaire pour retrouver tous les éléments. Je raconte cet exemple pour vous dire que la justice est très très loin d'être indépendante pour agir en couverture et garantir les droits tels que le prétend Gaïd Saleh. Bien au contraire, nous avons le sentiment très fort qu'aujourd'hui, l'appareil judiciaire, la justice en Algérie, agit pour trouver les équilibres du pouvoir qui est en train de se déséquilibrer, et du coup, régler certains comptes. Pourquoi? Quand vous mettez des hommes d'affaires, on va les appeler des hommes d'affaires, parce que l'essentiel maintenant des poursuites, c'est des arrestations, pas des poursuites, c'est contre les hommes d'affaires. Moi, je pense tout simplement que vous agissez sur les conséquences. Il faut agir sur les causes. Les causes, ce sont les hommes politiques qui ont permis, s'il y a des dépassements, c'est Bouteflika et Saïd et Gaïd et qui d'autre, je ne sais pas, Toufiq ou Yahya, Ammar Ghoul, Shakib Khalil, l'autre qui était... Parce qu'il ne faut pas oublier la classe politique qui a fait du mal au pays. L'ex-premier ministre, il était là, Belkhadim. Il ne faut pas oublier ces gens-là. Ce sont ceux-là qui ont fait les lois. Et ce sont ceux-là avec ceux-là qu'il faut commencer. Il faut commencer avec cette classe politique. C'est ça la cause. Après, quand vous finissez avec la cause, vous pouvez traiter les conséquences. Et ça vient tout seul. Et puis nous, on a besoin de notre argent, avant tout. Parce que, puisque Gaïd, il parle, pas seulement ça, il parle, il me dit
d'aide, je sais pas quoi, et si vous avez les milliards les rames fait les banques dans des comptes à l'étranger, après on parlera de qui a fait quoi. C'est des centaines de milliards de dollars, on parle de 1000 milliards de dollars, donc c'est des chiffres. Voilà donc, voilà comment je vois les choses, cette dynamique et la place de la justice, pas le Rome, dans cette dynamique. Maintenant, si vous voulez qu'on échange, je suis là. Encore une fois, je m'excuse pour le retard, parce que je sais que c'est beaucoup 4 heures. Ça me fait, c'est